remercier les amis de la presse aujourd'hui qui dans Croix des Bouquets, dans le village Noir. Je pense que c'est une grande occasion pour nous vendre ça nous gagner dans la communauté. Et côté en pile monde et parfois yo pas connaît ça nous gagne comme produit, ça nous capable d'exposer sur le plan national et international. Et je dis à me penser moi-même là comme vice-président ACP, le député Bryce, il est là comme président. Nous avons avec nous une députée de l'Union européenne. Alors, je dis à dit c'est tout à fait normal côté pour nous accueillir et visiteurs nous dans Croix des Bouquets, dans Noailles. Et faut que nous dit c'est un espace côté nous toujours abdili n'a vendu soit dans un pays encore sur le plan national et international côté nous dit que la caille nous avons produits, nous avons bagages, nous Croix des Bouquets sont une zone d'attraction touristique. L'on regarde des villages noirs, je dis là réellement les prouver nous Croix des Bouquets c'est une zone qui est capable d'attirer les touristes. C'est toutes des délégations parlementaires ACPE aujourd'hui et ACPI et tout qui a visité le village. Et m'a dit c'est pas toute délégation parce que je sens c'est divisé, un groupe qui n'a mis pas dans Kounia pendant n'a parlé là et l'autre groupe qui rejoint nous là dans Croix des Bouquets dans village Noir côté il a visité tout ensemble de ateliers nous gagnons et je pense que c'est très bon pour Croix des Bouquets et ça va le permettre tous visiteurs et parlementaires amis parlementaires européens et africains pour le reconnaître mais qui ça nous gagné mais qui ça nous produit dans le pays spécialement dans Croix des Bouquets. Est-ce que nous envisageons d'échanger de partenariat pour développer le secteur artisanal là dans la zone ça? Je pense que c'est dans la ligne ça c'est une bagaille qui permet de persister surtout à député Bryce et madame Coupette qui là et pour nous insister faut Croix des Bouquets la donne parce que moi je toujours dit Croix des Bouquets c'est une zone prioritaire et on est d'accord, député Bryce est d'accord, madame Coupette est d'accord pour au moins nous surtout permettre délégation venir Croix des Bouquets et garder ça dans vendre et sur le plan national et international dans la zone et dans le village noir. C'est une fête pour nous retrouver nous là avec nos amis ACP et Union européenne pour nous venir visiter le village noir là. C'est intéressant parce que nous-mêmes nous venons là à plusieurs reprises déjà en tant que haïtiens, en tant que national pour nous voir qui ça fait, qui belle la caille nous et je pense que c'est une occasion que nous saisissons aujourd'hui pour nous mener plusieurs nationalités en pile monde, des honorables députés, des amis de l'Union européenne, des amis des pays ACP et Africa et Pacifique. C'est vraiment intéressant pour nous mener là, pour être capable de voir qui ça nous produit, qui ça nous capable faire avec tol là, avec fer, nous prendre nous mettre nous là-dedans, qui là-dedans, qui miracle nous a fait, qui merveille nous a fait. Et je crois que ça quitte un bon souvenir pour eux. Là, on va le déplacer dans fin mission, et on va le déplacer pour rentrer la caillou. Et Jean-Noël là, moi je pensais que nous avons deux députés européens ensemble avec nous, donc capable de dire une de petits motos avec nous aujourd'hui dans Noailles. Oui. D'abord, merci de nous inviter ici, dans cet atelier, dans ce village de Noailles. Alors, pourquoi on est venu? Parce que d'abord, c'est un village dont il y a eu des cofinancements de l'Union européenne. Il y a eu des cofinancements avec des pays comme l'Italie, comme la France, pour valoriser l'art de Haïti. Parce que la culture, ça dépasse complètement les langues, ça dépasse les pays. Et vous avez un vrai atout qui est le côté culturel, qui est le côté artisanal, qui est le côté sur la peinture, qui s'exporte partout dans le monde. Il faut que vous sachiez que même à Bruxelles, la peinture de Haïti, elle est connue dans le monde entier. Cet artisanat, il est connu dans le monde entier. Et pour nous, il est très important pour que Haïti, justement, s'exporte, pour qu'il y ait de l'emploi, pour qu'il y ait de l'innovation, qu'on favorise la culture. Donc je tiens à remercier les députés ici présents. Il faut que vous sachiez que dans le cas de la délégation ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a moitié députés de l'Union européenne et moitié députés de ces différents pays africains et que la culture doit être le ferment
de la paix et de l'emploi dans le monde. Cette visite est très importante parce que la vie culturelle, la vie des arts est très importante pour tous les pays et important spécialement pour Haïti et les îles des Caraïbes. Je suis artiste avant la vie politique et je suis membre du commission d'éducation et de la culture dans le Parlement européen. On n'a pas donné vraiment le temps, on a donné les examens un peu en retard, on n'a pas donné le temps pour terminer. On n'a pas donné le temps, mais quand même ça peut terminer? Oui. Et comment vous avez vu l'examen? Bien, c'est très facile, c'est tout ce qu'on a vu durant notre programme. Peut-être que tu n'es pas ça par rapport avec les gens que tu pensais que c'était capable d'être difficile pour moi. Donc, je me bien composé, je pense que je réussi. Et qui sont après jeudi? Donc, nous autres faisons médico-chirurgical la matière. Donc, nous allons rentrer là pour nous faire matière infantile et puis après, pour faire notre bloc. Nous avons un siège côté examen national des infirmières, examen d'état des infirmières à dérouler. C'est un examen qui permet aux infirmières de gagner une licence et qui permet de pratiquer sur le territoire national. Donc nous comprenons que l'examen a une importance toute importance capitale pour le gagner. Et n'a pas accueilli dans tout siège au niveau national. Nous avons 8 sièges dans l'aire métropolitaine et puis dans des départements aussi. N'a pas accueilli aux environs de 4263 étudiants de l'école qui étaient venus inscrire, de l'école qui est reconnue par le ministère là, et 170, à peu près 170 recalés qui viennent inscrits même sans aucune couverture d'école. Jusqu'à présent, l'examen a déroulé bien. Son examen de toute une journée et il gagne 4 blocs sur programme que Timoun Sayo a gagné tout au long de l'étude. Donc, il y a un bloc santé communautaire, il y a un bloc médico-chirurgical, un bloc pédiatrique et puis un bloc sous santé communautaire. Donc, c'est pour ça que nous avons fait visite dans différents sièges et nous espérons que tout le monde a réussi. Et pour nous être capable de préparer avant l'examen, nous avons envoyé en série un premier examen blanc que tout le monde a passé pour être capable de comprendre comment l'examen ça va sortir année ça. Donc, je seulement souhaiter bonne chance, bon courage et puis du succès dans leur carrière. Et puis, je dis que le ministère a accompagné tout le monde dans l'examen ça parce que nous ne voulons pas passer en désordre. Nous voulons que une fois que le monde prend l'examen, que effectivement que l'ité et gain compétence
pour être capable d'exercer sur le terrain. C'est une façon pour nous capables de mettre des professionnels compétents sur le territoire national. Bon, depuis de nombreuses années, l'examen ça existait dans le système. C'est pour épurer le système et puis pour que nous soyons que tout le monde ait le même niveau. Qu'on ait pile l'école infirmière nationale, donc pas nationale seulement, privée, etc. Mais nous voulons que tout le monde gagne le même niveau. Donc c'est ça qui fait que l'examen national ça a été créé. Et dans un temps pas trop court, il y a un projet ministériel pour tout professionnel de la santé capable de passer un examen, qui est capable de mettre tout le monde dans le même niveau. L'heure où nous pensons migration sans problème, non. Le monde évolue, la société évolue avec migration. Et je fait un tirage les Ménévini pour migration. Haïti recevoir un pile migrants, que ce soit les gens qui sont sortis dans Antilles, que ce soit qui sont sortis Liban, Italie, Allemagne. Ça veut dire migration, c'est ça qui fait le monde bouger, c'est ça qui fait les peuples évoluer. Ça veut dire journée ça, c'est pas seulement pour Haïti, c'est partout à travers le monde. Et nous-mêmes, en tant que ministre haïtien vivant à l'étranger, c'est devoir nous pour nous être capables d'honorer tous les migrants que nous gagnons. On nous dit dans la diaspora qui sont migrants et nous avons fait le devoir pour nous commémorer journée ça qui est une journée importante pour nous. Bon, nous besoin connaître est-ce que migration c'est son réalité liée qui Japon vivre. Alors c'était ça en gros journée. Nous en 2017, Madame la ministre, donc par rapport avec l'année précédente, est-ce que la migration a augmenté? Bon, nous avons dit que par rapport à flux migratoire qui allait, c'est ça qui a augmenté. Et nous connaissons qui côté le plus souvent jeunes allés, soit Brésil, soit Chili. Et ça veut dire ça c'est une autre sorte de migration. Je n'ai pas un chiffre exact pour me dire combien qui allait, combien qui entré. Mais nous n'avons pas un chiffre pour me dire combien qui allait, combien qui entré. Mais quand même, nous connaissons c'est un flux migratoire qui fait. Malgré que on dit que l'immigration sont questions sont pas normales, mais nous pas savoir que qui situation que les migrants haïtiens qui vivent à l'étranger ils ont trouvé aujourd'hui à quel que soit côté sur bout de terre. Comment l'État haïtien a abordé? Bon, question migratoire là, il n'est pas un problème seulement pour l'État haïtien, il est un problème tout pour l'État côté migrant aller tout, parce que nous connaissons que leur arrivée l'autre bois par rapport à travail, par rapport à ça, un peu faire comme activité, c'est difficile. Alors l'État haïtien a pris responsabilité pour lui mettre des structures en place pour nous capables mettre des conditions appropriées pour empêcher les jeunes à aller pour servir nous pas. J'aime dire pour ne pas avoir une hémorragie de cette matière grise qui allait dans l'autre pays. Et de l'autre côté, tout, nous recevons en pile l'autre migrant qui viennent pour nous mettre des structures adéquates pour ça. Il y a une tendance à toujours voir le côté néfaste de la migration. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que beaucoup de pays de la région dépendent économiquement du nombre de migrants. Et le problème qu'on est en train d'avoir à l'heure actuelle, le problème que vous avez mentionné sur Tijuana ou autre, sont liés au fait que les États ne contrôlent pas la migration. Et ceci peut avoir, et on le voit dans d'autres endroits du globe, des répercussions en termes de discours. Vous savez, le nombre de discours où on associe la migration au terrorisme, par exemple, sont des discours qui sont excessivement néfastes pour la migration. Puisqu'encore une fois, je pense que le discours de Madame la Ministre en ouverture de la journée, ainsi que les points que j'ai pu reprendre, la migration est une opportunité. C'est le manque de gestion de la migration qui crée des problèmes aux États parce qu'ils ne contrôlent pas la population qui est sur leur territoire, ils ne peuvent pas les protéger leurs concitoyens, mais également aux migrants eux-mêmes qui se rendent dans des pays tierces à travers des passeurs. Ils sont victimes de traite, ils sont victimes de beaucoup de problèmes et ils vont à l'encontre d'énormément de problèmes. Et dans ce contexte-là, quel est l'apport de l'OIM à l'État haïtien pour normaliser la migration de nos concitoyens? L'État haïtien fait énormément de progrès, énormément de bonne volonté à cet aspect-là. Madame la ministre a mentionné le plan national de régularisation des étrangers en République dominicaine et quelque chose que nous essayons de supporter.
Nous travaillons avec le gouvernement haïtien pour avoir une police aux frontières qui soit efficace et qui puisse protéger les Haïtiens ou les migrants contre les trafiquants d'êtres humains qui, eux, sont ceux qui bénéficient à l'heure actuelle du manque de régularisation de la migration. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes est un comité qui a été créé par le gouvernement haïtien, auquel nous contribuons et nous continuons de supporter, est un comité qui est encore pas au maximum de ses capacités et on continue à travailler avec eux, le ministère de la Justice, la police et l'immigration, pour faire en sorte qu'ils puissent arriver enfin à mettre un terme ou à rendre la vie excessivement difficile à tous les gens mal intentionnés qui bénéficient de la pauvreté et des gens qui ont besoin de migrer. Quelques bons côtés de la migration. Oh, j'en ai beaucoup. Je peux vous en citer un seul exemple. Il est en face de vous. Je suis un migrant. J'espère pouvoir, à travers mon travail, contribuer à supporter l'État haïtien pour faire en sorte qu'il puisse avoir les mécanismes en place et la capacité de pouvoir gérer la migration. Le fait que vous mentionnez l'Allemagne, ce sont pas ou les États-Unis ou le Canada. Le Canada est un des pays qui reçoit énormément de migrants au monde. Il en a besoin de cette migration-là pour son développement. Il a besoin de main-d'œuvre, il a besoin de développement économique. Le problème qu'il y a, c'est que les États ont aussi un rôle régalien d'assurer la sécurité de leurs concitoyens et de fournir à toutes ces personnes-là une assistance sociale. Les assistances sociales ne peuvent être mises en place qu'à travers une migration régulière. À partir du moment où on ne contrôle pas les flux de migrants qui viennent dans le territoire, les États ont un réflexe qui n'est pas forcément celui que je cautionne, mais qui est un réflexe, c'est un réflexe de protectionnisme, de dire on a peur, on ne contrôle pas. On peut parler de la même chose pour beaucoup d'autres domaines. Ce que nous essayons, c'est d'encourager le dialogue entre les différents États. Et j'espère que d'ici en 2018, le Global Compact on Migration va être signé par beaucoup d'États membres. C'est un document qui est à l'heure actuelle en cours de discussion pour faire en sorte que les pays comme Haïti, qui eux ont besoin de compétences, d'investissements, et des pays qui ont besoin de main-d'œuvre, vous mentionnez le Canada, vous mentionnez l'Allemagne, puissent enfin pouvoir s'asseoir et discuter des besoins des uns et des autres, parce que ce sont des besoins complémentaires. Le problème, c'est l'absence de régulation pour adresser ces besoins-là ouvre la porte à une anarchie migratoire. Et le réflexe des États est de se protéger contre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. En effet, aujourd'hui nous sommes en train de parler du phénomène migratoire haïtien sur ses différents aspects, ce qui préoccupe l'esprit tant des chercheurs haïtiens qu'étrangers. Lorsqu'on considère le nombre de migrants haïtiens dans les pays de l'Amérique et de l'Europe, soit 329 000 en République dominicaine, 93 000 au Canada, 74 000 en France et près de 2 millions aux États-Unis d'Amérique. Il faut savoir aussi que la communauté new-yorkaise représente à elle seule près de 600 000 Haïtiens. De nos jours, Haïti figure en tête de liste parmi les pays qui subissent le plus l'afflux des cerveaux. Suivant des études réalisées par la Banque interaméricaine de développement à travers le Fonds multilatéral d'investissement, le FOMIN, ce qui traduit le fait que les intellectuels haïtiens, professionnels haïtiens, appelés à se mettre au service de la population, ne pratiquent pas en Haïti en majeure partie, mais de préférence dans un pays étranger. Et peu importe les raisons qui sont expliquées une telle situation, ces dernières se révèlent être déplorables, surtout lorsque l'on sait le rôle que les intellectuels, les professionnels sont appelés à jouer dans la politique et même dans le développement d'un pays comme Haïti. Ajoutez à cela, le nombre de migrants haïtiens va vers la hausse. Cela passe de 1,5 million en 2006 à environ 2 millions en 2017. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. La pauvreté qui touche beaucoup plus de familles haïtiennes, le désespoir de nos jeunes haïtiens, les avantages sociaux offerts par d'autres pays et non par Haïti, le clientélisme qui domine l'administration publique ainsi que le secteur privé des affaires, le manque d'encadrement des jeunes, etc. Nous devons agir afin d'arrêter cette hémorragie. Telle est la raison principale qui nous rassemble tous ici dans le cadre de cette journée de réflexion.
l'extrême pauvreté dans laquelle vit une grande partie de nos concitoyens, l'improductivité de nos terres agricoles à cause de l'érosion et des changements climatiques, le chômage également qui dévalorise la force de travail de la main-d'œuvre qualifiée ou non du pays, nous interpelle tous lorsque nous abordons ce thème sur la migration en Haïti. Pour le seul mois de novembre, rapporte le Novelis, plus de 5000 de nos frères et sœurs ont été rapatriés de façon illégale, bien souvent avec force, sur la frontière haïtiano-dominicaine. Et, comme on pourrait dire, laissant tous leurs avoirs de dur labeur pendant de plusieurs années derrière eux et arrivant mains nues et bien souvent pieds nus avec des enfants. Au mois d'août dernier, plus de 3000 Haïtiens ont laissé les États-Unis, le Mexique, pour traverser la frontière canadienne venant des États-Unis pour demander asile et pour rechercher un mieux-être. Les délégations sont parties d'ici. Le gouvernement a envoyé des officiels pour aller les visiter. On a ressenti la honte. Et encore plus la honte pour ceux qui se sont intégrés dans ces sociétés, qui travaillent ou qui portent la nationalité de ces pays. Même sur leur lieu de travail, les autres collègues leur posent des questions sur ce phénomène en Haïti et les problèmes que l'on confronte. Cela veut dire que ce n'est pas un problème qu'on évoque à cœur joie. Dès qu'on parle de la migration en Haïti, ça rend triste. Et c'est à ce moment que vous pouvez constater comment est triste notre pays. Même si c'est un pays dans lequel on danse, on blague toute la journée. Peut-être c'est pour atténuer cette tristesse profonde et malheureuse. Les causes et les conséquences du phénomène migratoire sont multiples et profondes. Le mouvement réel des étudiants de l'INAGUE pour agir positivement à côté des organisations étatiques et celles de la société civile qui portent régulièrement assistance aux réfugiés, aux Haïtiens qui traversent la frontière, qui sont envoyés par avion, menottés bien souvent et qui débarquent à Port-au-Prince. Je pense que ce colloque doit avoir une suite. Acta non verbal. Travaillons un peu pour participer, aider. Et ce sera, outre notre contribution au pays, mais également faire en sorte que l'université sorte de sa coquille, ne fasse pas seulement des réflexions, écrit des articles, mais qu'on soit également sur le terrain pour aider nos frères et nos sœurs. J'ai passé 2 jours à l'aéroport international de Port-au-Prince pour faire une enquête, pour parler aux gens, voir ce qui se passe. C'est vrai, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, qu'il y a certains aspects positifs de l'émigration. Certains pays ont bénéficié de ça. Et l'un des pays phares, c'est Israël. Ce n'est pas que je veux comparer, mais il n'y a pas de comparaison, mais la diaspora israélienne participe au développement de ce que l'État d'Israël est devenu aujourd'hui. Haïti aurait pu, elle aussi, bénéficier de cette migration. Il y a, c'est vrai, un aspect économique. On rapporte, et là, parce que je crois que le professeur a très bien pour cette situation, 2 milliards et quelques dollars rentrent en Haïti. Et comme il a dit, c'est un argent qui est utilisé uniquement à des fins de consommation, individuelle et personnelle. Et le pays ne bénéficie pas d'aucune participation sérieuse
qui participerait même pas une croissance, voire à un développement. Et dans le cas récent du Chili, moi, je vais vous donner des informations qu'on ne dit pas. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention un rapport qui faisait état du dernier bilan 2016-2017 des sommes qui étaient rapatriées dans le pays à partir de la diaspora. Et dans la rubrique Chili, il y avait un chiffre de 28 millions. On nous faisait savoir que les Haïtiens vivant au Chili renvoyaient au pays 28 millions de dollars. Très bien. Et j'ai lu le document. Je me suis dit, mais est-ce qu'on a fait le calcul inverse? Et le calcul inverse que moi j'ai fait est le suivant, je vais vous communiquer cette information. Comme je vous dis, j'ai passé 2 jours à l'aéroport. Je vais aller chaque matin, descendre, à Palamonio. J'ai rencontré une centaine d'individus, 103 individus, âge, nom, prénom, marié, pas marié, enfant, côté de l'école, qui métier, qui profession, pour qu'ils soient prêts là. Cette migration a une caractéristique très particulière. C'est pour la première fois que le facteur de répulsion est le même. Haïti n'offre rien qui doit laisser. Par contre, le facteur d'attraction est très différent. C'est pour la première fois dans toutes nos migrations, quand vous demandez à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas. Sauf que je ne reste pas en Haïti. Quand il fallait aller au Panama, on allait au Panama pour travailler au canal. Quand on allait à Cuba, on allait à Cuba pour travailler dans la canne. Quand on va en République dominicaine, on va en République dominicaine pour aller dans les batailles. Quand on va au Canada parce que quand on allait au Bahamas, on va au Bahamas parce qu'on va travailler dans l'hôtellerie et dans le régime touristique. Mais quand on va au Chili parce qu'on ne veut pas rester ici. Non, mais c'est extrêmement dangereux. C'est pour la première fois dans toutes nos histoires migratoires que le Chili est l'expression du désespoir du plus profond. Maintenant, chiffre, 28 millions de dollars que rapporte le Chili. Moi, je me suis dit, mais on se fout de nous, il y a passé de la bêtise. Un petit calcul très simple. Chaque jour, il y a environ 200 Haïtiens, avec moyenne d'âge 24 ans. J'ai trouvé sur les 103 personnes que j'ai interviewées, il y avait 2 personnes qui avaient 40 ans. La grande majorité se situe entre 19 et 26 ans. 75% des hommes, 25% des femmes. Maintenant, ces personnes doivent, payer un billet d'avion qui coûte 1 200 $. Il y a 200 personnes par jour. Okay? Ça fait 4 000 personnes par mois. Ça fait 48 000 personnes par an. Quand vous multipliez 48 000 personnes par an par 1 200 $ de billets d'avion, ça fait 48 millions de dollars. Maintenant, ces gens-là doivent avoir sur eux 1 000 $ américains. Puisque la condition pour entrer au Chili, étant donné qu'il n'y a pas de visa d'entrée, la condition, vous devez prouver à l'inspecteur d'immigration que vous êtes détenteur de 1 000 $ qui peut garantir au moins 2 mois de votre séjour pour ne pas être dépendant du gouvernement chilien. Le même chiffre, quand nous multiplions 200 personnes par jour, 5 jours par semaine, ça fait 4 000 personnes par mois, ça fait 48 000 personnes par an, vous multipliez par 1 000 $, ils font deuxième 48 millions de dollars. Donc on ne vient pas me raconter que le Chili rapporte 28 millions de dollars par an, pendant qu'on envoie 96 millions de dollars au Chili. Donc, pour revenir maintenant au thème principal du colloque d'aujourd'hui, qui est sur la situation actuelle. La situation migratoire actuelle au Chili est très différente et a un profil tout à fait différent des autres phénomènes migratoires haïtiens. Et dans la caractéristique, dans le profil des migrants, il s'agit, j'ai rencontré des ingénieurs, j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré beaucoup d'universitaires. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de cette société au détriment de l'avenir de cette société.
OFNAC, c'est l'Office national de l'aviation civile. Ça veut dire quoi? C'est lui-même qui joue le rôle régulateur pour tout ça qui est en matière de transport aérien à l'intérieur de l'espace aérien haïtien. Aviation civile, mot clé c'est civil, ça veut dire que tout ça qui a rapport avec le transport aérien qui n'est pas militaire. OFNAC, il a un rôle très important de l'aviation civile, ça veut dire quoi? Sans lui-même pas d'aviation. Parce qu'à l'intérieur de l'OFNAC, on a des départements comme la navigation aérienne, qui veut dire que centre de contrôle, parce que Haïti a un espace aérien qui ouvre 24 sur 24, qui veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, où avion est survolé sur le territoire haïtien. Donc, nous avons un centre de contrôle qui ouvre 24 sur 24, nous avons tout de contrôle, même qui est situé tout l'aéroport, qui rend des services côté autorisation pour avion décoller et puis pour être capable d'atterrir. À l'intérieur de l'OFNAC, on a des départements de transport. Ça veut dire quoi? C'est des départements qui baillent droit commercial, autorisation pour ligne aérienne capable d'autoriser fonctionner en Haïti. Nous avons un département d'exploitation aérienne qui est l'autorité de surveillance. C'est lui-même qui assure que ligne aérienne locale suivent toutes normes et en conformité avec la loi internationale au niveau de matière d'entretien d'avion, que pilote fait recyclage, et que certificat médical à jour, et que centre d'entretien répond à toutes normes internationales. OFNAC est aussi membre de ce qu'on appelle l'OACI, Organisation Aviation Civile Internationale. OACI, c'est lui-même qui nous a dit qui sous-tête toute aviation civile qui gagne à travers le monde. Haïti, Forme du Haïti, est un pays membre fondateur de l'OACI, de nous signé la Convention Chicago en 1944. Donc, en fin de compte, Haïti est parmi les premiers pays qui étaient membres de l'OACI à l'époque où OFNAC peut coexister. C'est le pays d'Haïti qui était membre. Et je sais aussi à l'OFNAC qui ça nous gagne comme projet. Et il y a 3 très grands projets que nous n'a pas accomplis. Et que c'était 3 projets que le président de la République, là, Jovenel Moïse, a insisté sur eux. C'est le code de l'aviation civile sur lequel nous avons travaillé là, que nous avons dit que nous avons 90% achevé avec lui. Et c'est un code qui ne dépend pas 100% à travail OFNAC seulement, mais participe à nous fini, mais de l'autre institution d'État sur lesquelles nous avons travaillé avec eux, que nous avons même finalisé cette débat pour nous capables de prendre un dossier, pour nous remettre à l'exécutif, pour être capable et le visa. Nous avons une loi organique là, qui était un très gros projet que M. Tétien Ali, que le président Tétien Ali, que pendant le mois d'août, et c'est un très grand projet, et pour le mois d'août ou septembre, il est voté, il est publié dans le Moniteur. 3e grand projet que le président a gagné, c'est pour nous capables de gagner un espace qui est une surveillance électronique. Ça veut dire quoi? Et pour la première fois en Haïti, nous pouvons gagner ça nous relais au service radar dans le territoire d'espace aérien haïtien. C'est un projet qui coûtait excessivement cher. C'est un projet qui est capable de prendre entre 18 et 24 mois pour lui capable de finir parce que c'est un projet qui est très complexe, mais là capable de permettre que plus d'avions entrer à l'intérieur d'Haïti, d'après survoler l'espace aérien haïtien, sur surveillance qui est beaucoup plus sûr pour la navigation aérienne. Et on a dit que c'est un projet qui va permettre nous que nous rentrions dans les mêmes normes avec la navigation aérienne avec les pays avoisinants, donc la Dominicanie, Curaçao, et Cuba et les États-Unis, ainsi que la Jamaïque. Donc ça, c'est un très grand projet que nous gagnons.
Mais je dois également préciser à votre attention qu'il s'agit aussi d'un prétexte pour rappeler à toutes, à tous que cette année 2017, cela fait déjà 20 ans depuis que le monsieur président René Gracia Préval créa le programme national cantine scolaire en 1997. Dans le souci de régulariser, d'opérationnaliser la cantine au sein des écoles du pays. 20 ans depuis PNCS existait. 20 ans depuis l'ambaye, tout le monde mangeait dans tout le pays. Malgré un pile difficulté, un pile problème économique, PNCS toujours campé à côté de mission li, c'est bail plus si monde manger. Président République là, excellent Jovenel Moïse, depuis la campagne, il était toujours dit doit manger dans plat tout si moun sans distinction, dans toute classe fondamentale. Et je dis à mission nous dans PNCS, c'est arriver by tout si moun manger, qu'est public, qu'est privé, dans niveau classe fondamentale sans distinction. C'est pas une mission qui est facile, mais anticipons-nous toutes n'a réussi parce que c'est un devoir pour tout papa et maman pour assurer petit yo gain accès à un plat chaud les arriver dans l'école là. C'est dans souci ça PNCS qui est créé et ces missions ça la continuer remplir jusqu'au nia. Mais non mais à gouvernement avec tout partenaire national, international, même le travail là pas facile. M'a profité voyer un gros coup de chapeau pour gros femmes et garçons qui étaient gain responsabilité gérer institution ça qui relève PNCS sorti depuis 1997 arrivé jusqu'à 2017 dans tout petit monde qui dans classe fondamentale dans le pays. Si là qui a quitté l'école, m'a dit nous merci. Dans le souci, Jean PNCS toujours dit là, pour qu'il y ait plus de monde qui mange. Travail nous a commencé à pas camper dans la route. Je demande un gros applaudissement pour toute ancienne coordonnatrice qui est là. Avec M. Spencer, il y a un seul coordonnateur qui a eu une chance de passer dans la tête PNCS. Nous avons remarqué qu'il y a plus de femmes qui passent dans cette institution. C'est peut-être PNCS, ces affaires, bail ti moun manger. Et les affaires bail ti moun manger, ces affaires maman petit. Aujourd'hui, en cette période de fête, fin d'année, pour les 20 ans de PNCS, il s'avère un devoir de mémoire pour nous ce soir d'honorer toutes celles qui nous ont précédées à la tête de l'institution, ainsi que les premiers cadres et employés qui se sont donnés à fond pour que le PNCS soit qu'il est aujourd'hui, soit une institution plus forte. Quel honneur qui m'est cher d'être ici pour prendre part à cette fête de famille qui est très simple, mais qui est pleine de signification. J'adjoins le plaisir personnel éprouvé à rencontrer des cadres qui ont consacré toute leur vie au service d'Haïti, au service de leurs frères et de leurs sœurs. Et en même temps, des collègues professeurs, enseignants, comme l'avait si bien souligné tout à l'heure, l'illustre maître de cérémonie, qui est un collègue enseignant, un collègue professeur. Je lui dis déjà merci
pour tous ces bons mots à mon endroit et à l'endroit de la coordonnatrice du BNCS. Il est vrai qu'en termes administratifs, il faut toujours réprimander, il faut prendre des sanctions, mais il est aussi bon de fêter avec les siens. Ce soir, nous sommes là, nous sommes tous ici réunis pour fêter, oui, pour fêter ensemble, comme je l'avais dit tout au départ, une fête de famille bourrée de signification. D'ailleurs, dans la foule, je crois remarquer la présence au moins de 3 anciennes coordonnatrices du PNCS qui, jusqu'à présent, continuent à aider, à œuvrer dans le sens positif. Tantôt, il y en a qui sont là, il y a par exemple une ex-coordonnatrice, actuellement directrice générale dans un ministère à la condition féminine bien sûr. Je vois aussi une ancienne responsable de l'enseignement supérieur qui travaille toujours à la direction générale du ministère de l'Éducation nationale, pour ne citer que ces cas. Donc c'est pour vous dire que dans ce pays, il y a des gens qui veulent tout sacrifier pour se mettre au service des autres. C'est sur demande de concerne que nous faisons études pour Cité Soleil. La gestion des déchets à Cité Soleil. Ce n'est pas toute Cité Soleil, c'est dans 8 quartiers de Cité Soleil que concerne lui-même, il était indiqué moi pour me faire des interventions. Donc, je suis obligé de faire une enquête, ménage, pour me dire qui est en situation et c'est restitution que nous faisons là matin. Enquête ça lui-même, il révèle qui ça? Bon, en fait, enquête ça a révélé en pile bagaille. Ça a révélé premièrement que pas aucun monde qui ramasse fatra dans la Cité Soleil. Quel que soit le quartier que je passe ou pose des questions, tout le monde dit que pas jamais aucun camion, quel que soit du côté du secteur privé ou bien de l'État, etc., qui passe, qui prend fatra. Mais il révèle tout un bagage extrêmement important qui dit que mon yo est prêt pour ta payer pour ramasser fatra la caillou. Donc on voit que Cité Soleil côté du quartier très pauvre, il y a plus passé 60% de population qui dit li prêt pour le payer. Donc ça veut dire qu'il y a un business qui est capable de faire dans le quartier avec n'importe quel moyen que on dispose. On te propose pour un tricycle qui est solide, qui est capable de passer dans le quartier pour fatra. Et comme il est très proche de la décharge de Tritier, il est capable de la décharge de Tritier. Donc c'est un pile d'informations et un pile de propositions. Concern Worldwide, nous avons un programme de 5 ans à Cité Soleil qui est financé par Irish Aid, qui vise à bâtir l'espoir et susciter les opportunités dans 8 quartiers de Cité Soleil. Donc c'est un programme qui est orienté sur 4 axes: la gouvernance locale avec la cohésion sociale, la gestion des risques et des désastres et la gestion des déchets et les moyens de subsistance. Donc ça veut dire tout ce qui est en lien avec les revenus des ménages. Alors dans le cadre de 2 axes, la gestion des déchets et les moyens de subsistance, nous avions en fait besoin de pouvoir réaliser 2 études, une sur la gestion des déchets, afin de pouvoir identifier des solutions durables qui puissent vraiment aider, en fait, qui puisse nous permettre, nous en Concern, d'appuyer la mairie de Cité Soleil à implémenter en fait des structures de collecte. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette étude sur la gestion des déchets avec Damakao. En parallèle, on a fait aussi une étude sur le marché économique pour identifier quelles étaient les opportunités en termes de travail
à Cité Soleil, parce que dans le cadre de notre programme, on vise également à soutenir 2000 ménages, donc à peu près 10 000 personnes, en finançant des activités génératrices de revenus ou en leur proposant des formations professionnelles qui sont en lien avec des filières porteuses. Ils m'aident visiter toutes 18 juridictions dans le pays. Mais rapport ça, nous faisons et pendant l'année ça, nous restés centrés dans la prison civile de Port-au-Prince, dans le cabaret, dans le Petit Goave et dans le Carrefour. Après l'autre visite, nous avons presque tous ces mêmes problèmes, nous restés centrés nous-mêmes dans Port-au-Prince, dans le Petit Goave, dans le Carrefour et dans le cabaret. Et que son rapport que nous-mêmes nous mettons là de système, nous regardons comment que loyaux, qui problème qui gagne de sous-garder de APENA qui vient sortir dans DAP, leur que l'ité APENA, ils ont gagné un budget par eux qui te permettent que y aller beaucoup plus vite dans des dépenses et qui gagnent comme même par exemple dans DAP, si vous avez besoin de cadenas là pour y acheter, qui est normal, il faut passer par la police et la police lui-même, c'est la direction qui est occupée de ça et cette direction ça qui prend pile temps avant que ça arrive. On regarde que combien de fois pour faire manger en de prison et puis gaz fini. Les gaz propane ça fini. Par contre pour combien de temps parfois prisonniers pour faire manger Pas oublier les a parlé de prison civile de Port-au-Prince, c'est 4000 moun. 4000 moun gain de les prisonniers ont besoin manger. C'est presque ban yo prend, c'est y a crasé pour yo capable bouler bois pour yo faire manger. Combien manger pour le faire, combien chaudière bois qu'a mettre pour 4000 moun. Gain des bagailles que laisse ça moun yo pas trouver manger et nous comprenons ça qui gagne. Si on regarde la salubrité qui gagne en de prison et pourtant, l'on regarde dans combien l'État haïtien a payé des fournisseurs pour nettoyer prison, c'est pour demander que comment nettoyage la fait. Comment l'argent payé? Est-ce que c'est de temps en temps payé? Combien est-ce que vous avez qui clair pour regarder dans la facture? Combien de roues vous prend par jour? L'on rentre en dedans pour connaître que je dis à tes contrat parce que le pas nettoyé, obligé pour l'autre contrat et à payer même ça. C'est tout ça que nous-mêmes nous mettons en question. Nous mettons en question de manger, nous mettons en question de maladie, que parfois que les prisonniers qui sont malades en dedans, si pas de médicaments là, c'est écrit pour écrire système pour les médicaments, ça a fait un mois, 2 mois jusqu'à ce que le mourir. Ou regardez que depuis combien de temps, on liste qui te remet à commissaire du gouvernement, liste là te remet tout à ministère de la justice pour des prisonniers qui sont malades en pile. C'est-à-dire que le problème est toujours là. Congrès vaudou national à tout type de hommes qui fait mystique, femmes qui fait mystique dans le pays, tout type de société vaudou, kabbalistique, yoga, gamin bois soboué, dormir révéler vejoine et convoi régiment sans prêle toute société, type de société qui est dans le pays. Et soit regarder chaque monde a une couleur différente.
Son société différent. Et bien nous faisons congrès ça, nous avons un titre qui relève État généraux pour courir État généraux. Nous courons État généraux parce que l'esprit et royauté bataille pour des bonnes indépendances. Pas jamais quelqu'un qui court État généraux. Il y a État généraux politique. Nous courons tout depuis le positif. Nous courons État généraux politique, social, développement, tout, une fois qu'elle est positif. Oui, nous courons. Et nous courons État généraux qui s'esprit dans cette bataille pour l'indépendance. Eh bien, nous courons État généraux pour que nous soyons capables d'accompagner le Royaume Vaudou d'Haïti, accompagner nous dans la bataille Vaudou, pour mettre Vaudou à plus haut niveau, pour Vaudou à l'aise dans le pays, tant pour toute notre religion, tant pour tout le monde à l'aise. Pour faire partie du développement dans le pays, pour faire partie sociale, parce que c'est nous qui faisons social. Parce que nous sommes des gens charitables, nous. Et nous respectons tout le monde. Nous avons compassion, nous avons l'amour, nous avons respect pour le monde. Et quel que soit le monde qui a un problème, il arrive de côté nous, nous ne pouvons pas quitter l'aller comme ça, c'est quelque chose à faire. L'objectif nous vaut c'est prêcher l'union, prêcher tête ensemble. Tout le monde qui veut parler à quoi vous doit, même là, à 32 domaines idéal. directeur général qui a soucié, qui a braché le gouvernement. Le président dit que la mettre l'argent dans la poche nous, mettre manger dans l'assiette nous, nous prenons l'arrière, nous dit que nous ne pouvons pas passer des sommes comme ça. Nous connaissons que nous avons MTBTC qui a l'argent pour faire belle dans le pays. Nous connaissons, nous avons environnement, nous avons Palma haïtien, nous avons Magali, habitants, tout le monde qui va gagner dans le pas seulement Kayo, c'est tout le monde qui est dans le gouvernement. Parce que nous sommes nous sommes Jovenel Moïse, si nous travaillons, nous pouvons récolter base. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.